Salut, nous sommes dans des parcelles de colza. Vous voyez, elles sont propres de repousse. On va en reparler après. Les moissons sur la partie en ACS sont terminées depuis hier soir. Donc maintenant, je vais prendre le temps de vous faire une sorte de bilan de campagne, type de culture par type de culture. Donc au début, on va faire le colza, les céréales à paille euh, et la févrole peut-être, où je vais voir comment on la traite. Allez, c'est parti. Alors, comme vous le voyez, tous les colzas sont coupés, les chaumes sont prêts, c'est-à-dire que là en gros les semis de blé sont prêts, c'est-à-dire que après la moisson des colzas, entre 4 et 10 jours après, on fait 1,5 litre de glypho et 0,5 de 2,4-D. Ça permet de tout nettoyer, nettoyage complet de toutes les dicotes et des graminées qui traînent, et ça n'empêche pas du tout la levée des repousses, vous voyez. Comme ça, on va avoir une belle parcelle avec que des repousses. On va avoir un beau couvert propre avec aucune crasse. Je mets un point d'honneur. Je ne laisse jamais aucune adventice monter à graines dans des repousses de colza. Et là, je suis venu même passer un coup de giron-broyeur au bord. Voilà. Donc, la seule chose qui sera éventuellement fait, c'est sur certaines parcelles, on va épandre 10 tonnes de broyat de déchets verts. Je préfère décaler maintenant et pendre sur les repousses de colza qu'avant colza, ça laisse plus de temps, la portance des sols est encore meilleure. Donc là, le but, ça va être de faire une vidéo. Je vais essayer de pas trop traîner en longueur. Bon, je dis ça, mais normalement, j'y arrive pas. On va essayer de traiter que du soja, que du colza. Donc le colza, à environ à peu près 80 hectares sur les différentes structures. Deux modes d'implantation différents, vous êtes habitués. Une partie en semi-direct à la dent. Quand j'ai une partie à l'origine, c'était les 3/4 au moins qui étaient prévus comme ça. À peu près un quart au strip-till. Au final, il y en a eu un peu plus de faux strip-till monograines parce que l'année dernière, je m'embêtais beaucoup au semis à la dent. Je ne sais pas pourquoi, peut-être des maladies du pied ou quelque chose, mais les chaumes de blé s'arrachaient à même le sol à peine on les touchait. Donc ça m'entraînait des bourrages assez importants. Tout ça couplé avec le fait que la batteuse, la TF76, broyait et répartissait mal la paille. Donc ça, ce problème est réglé maintenant avec le changement de machine, comme vous avez pu voir. Donc je devrais beaucoup moins m'embêter. J'ai pu vérifier ça puisque j'ai déjà semé tous les couverts d'été, ils sont levés. On en parlera dans une autre vidéo de ça. Mais pour le coup, j'ai vu avec le semoir, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc tout ça pour dire que l'année dernière, pour le coup, je semais plus grand en strip-till monograine. Et même dans une parcelle, j'ai eu les deux modalités. Pour rappel, l'été dernier, on était en pleine sécheresse au moment des semis de colza. C'était assez compliqué de faire l'élever. Malgré ça, les 80 hectares prévus ont été semés, ont été récoltés. Il y avait une seule parcelle à l'origine que j'avais prévu de pas trop garder, qui était derrière un lupin d'hiver. Derrière le lupin, il n'y a pas du tout de résidus de culture. Donc pour le coup, il n'y avait pas de protection contre les UV. Le lupin en plus n'était pas très propre, donc la parcelle s'est rapidement salie de par le précédent qui n'était pas propre et la quantité d'UV qui ont rapidement touché le sol et qui ont fait des levées. Donc jusqu'au mois de décembre, à l'origine je devais semer du blé dedans, mais vu l'hiver qu'on a eu, la quantité de pluviaux, je me suis dit, je retardais à chaque fois, je trouvais pas le bon créneau, j'ai semé tous les autres blés et cette parcelle au final, fin novembre, début décembre, je me suis dit, au final, le colza commençait à quand même se garnir, à prendre de la masse un peu partout, comme c'était un précédent protéagineux. Donc j'ai fait un premier désherbage un peu plus rapide avec du Mosar et du propyzamide, plus le yellow après. Donc en gros, c'est une parcelle qui a eu un désherbage en plus, mais je l'ai gardé. Et vous allez voir, au final, c'était un bon choix. Donc pour rappel, tous les colzas cette année étaient semés à base d'hybride. J'ai plus de lignée pour l'instant. J'étais en monovariété, j'étais que avec de l'aviron. C'est ce que j'avais fait de -1, je crois, ou une autre variété de G, j'étais très content. Cette année, j'étais parti en monovariété. Pour l'année prochaine, je vais partir sur 3 variétés différentes pour faire des tests. Donc je vais les faire les troncs séparés, le mélange des 3. Deux modalités de semis. Il y avait aussi une parcelle en TCS, qui était une ancienne parcelle en bio, donc du TCS profond. Et celle-là m'a posé pas mal de soucis. Vous avez pu le voir au cours de l'année, c'est la seule parcelle où j'ai jamais pu rentrer correctement avec le pulvé. Ça a été pour le coup un gros défaut de portance. J'y allais vraiment à reculons. Il y a eu très peu d'interventions d'effectuer sur cette parcelle. Globalement, au niveau du cycle, ça s'est pas trop mal passé. Les colzas étaient très très jolis en entrée hiver partout.
Puis après, il y a beaucoup de zones où l'eau a dormi, ou bien il y avait une rivière, un passage d'eau où l'eau a dormi, principalement dans 2 parcelles. Donc là, le colza a supporté un certain temps, est vraiment sorti vert, grosse pourriture, et les pieds sont carrément couchés, pourris. Donc il y a 2 parcelles qui décrochent en rendement par rapport aux autres, qui tirent la moyenne vers le bas, liées à ces grosses présences d'eau, et ça représenterait entre peut-être 20 à 40% de la surface de ces parcelles-là. Donc ces parcelles-là signent le rendement le plus bas euh, de, de l'ensemble des îlots. Donc ça font autour de 27-28 quintaux. Et après, on va aller directement au fait. Quasiment toutes les autres parcelles font autour des 36 quintaux. Que ça soit au strip-till monograine, ça fait pile 36 à peu près. Et en semi-direct, ça va de 34-35 jusqu'à 38. Et la 38, c'est celle qui est en précédent, lupin, celle que je voulais pas garder. Donc globalement, ça fait comme l'année dernière, ça finit d'un mouchoir de poche au niveau des rendements entre la modalité strip-till et semi-direct. Et pour le coup, je suis assez content d'observer ça, parce que souvent sur les colzas semi-direct, on peut se poser la question de la perte de rendement. C'est assez facile de perdre du potentiel en colza par un manque de dynamique au début, un mauvais enracinement, par plus de dégâts d'insectes liés justement à cette dynamique de départ en début de cycle. Donc le fait que les 2 modalités pour moi affichent le même rendement, ça montre soit les 2 modalités sont en plein potentiel de l'année de ce m'offre la météo, la variété, la partie fertile encore, honnêtement, je pense que la fertile n'a pas joué tant que ça. Mais en gros, je suis assez content de ce résultat parce que c'est ex aequo. Donc ex aequo sur la partie rendement, mais financièrement, pas forcément la même chose. La partie strip-till demande un passage de strip-till plus un semis de monograine après. Il n'y a pas de plan de campagne. Par contre, c'est plus facile de faire germer des graines en conditions très sèches puisqu'on mélange une quantité de terre sèche superficielle avec au moins 15 cm de terre humide. Donc on peut quasiment faire lever du colza n'importe comment. Donc ça permet d'avoir une grande régularité intra-parcellaire. C'est assez visible. Il y a très peu de trous. S'il y a des endroits où le colza ne lève pas, il attend la fraîcheur, une pluie après et il lève après. Alors que sur la partie semi-direct, un semis qui est raté, où ça ne lève pas au moment du semis, vous voyez qu'il n'y a que quelques pieds, c'est fini, c'est complètement raté. Ça se regarnit quasiment jamais. La partie semi-direct est semée en un seul passage avec un semoir de 6 mètres et les plants de campagne et une couverture plus rapide du sol. Sur la partie strip-till, j'observe aussi il y a des levées de sang et de ravenelles sur le passage exact de la dent de strip-till parce que ça correspond vraiment à du travail du sol important mais localisé, mais travail du sol il y a. Donc il y a des levées de dormance de ces adventices-là, chose qu'on voit quasiment jamais sur la partie semi-direct, sauf si le colza est vraiment très clair. Au niveau de l'itinéraire technique, il a pas, cette année, il y avait 3 tonnes de lisier de porc face solide devant tous les colzas. À mon avis, je pense que c'est une des clés pour assurer un rendement régulier en colza. Je le vois avec les parcelles en bio, en antécédent, en ancien bio, c'est-à-dire qu'il y a un gros volant de fertilisation organique comme ça, et c'est clairement les cultures sont une pousse beaucoup plus régulière, ont besoin de beaucoup moins d'azote minéral, moins de problèmes d'insectes et d'oligo. C'est ce qui m'avait amené l'année dernière, ça faisait déjà quelques temps que je voulais le faire, à investir. Pour moi, c'est un investissement, euh, autant qu'un amendement, qu'un fertilisant. On s'assure, c'est une sécurité. Je trouve que le colza adore ça, et ça permet de grandement diminuer la partie minérale. Donc 3 tonnes de lisier de porc sur les colzas en ACS l'année dernière. Et cette année, c'est pareil, les tas vont être pendus début de semaine prochaine. Ensuite, le colza avait été semé au 15 août, rouleau. Jamais désherbage au semis pour rappel. Ici, c'est strictement inutile, il n'y a aucune adventice. Et en plus, les conditions pour faire un racinaire ne sont quasiment jamais réussies. Donc, c'est de l'argent gaspillé, des phytos balancés dans l'environnement pour rien. Il y a eu un antigramine foliaire pour les repousses de blé. Ça doit être fin septembre, courant octobre, à mon avis. On a vu le retour des premières pluies seulement courant autour du 20 septembre. C'est là que, d'ailleurs, on colle une première nutrition azotée à ce moment-là, 30-40 unités, qu'on vient bien sûr soustraire de la dose totale. Ça permet d'avoir une pousse active en plus du lisier de porc. Il y avait eu, je pense, un insecticide avant l'hiver, un premier gros passage de bord. Ensuite, le désherbage au yellow courant décembre. Je vais un peu vite pour essayer de faire une vidéo courte, vous m'excuserez. N'hésitez pas à mettre en pause ou à revenir en arrière. Un autre passage de bord, sortie d'hiver. Il y avait eu un autre insecticide pour les charançons suite au piégeage. Bassine jaune, j'ai plusieurs bassines
mis sur le territoire. Donc oligo, j'ai déjà dit, azote coupé en 2 fois. Les parcelles ont eu entre 70 et 120 unités d'azote en sortie vert à peu près. Et à mon avis, je pense qu'on peut réellement mettre moins. Je l'ai vu, il y a une parcelle qui n'a quasiment rien eu. Et au final, le rendement décrochait pas tant que ça. À partir du moment où le volant de fertilité marche un peu, qu'il y a eu de l'organique, je pense que l'azote n'est pas du tout un facteur limitant pour la partie colza. Par contre, il y a eu 100 unités de soufre avec 200 kg de késérite pour apporter de la magnésie. Voilà, et un fongi, c'était 0,8 de propulse avec un peu d'azade et d'autres oligo et fertilisants pour améliorer le poids de 1000 grains. Je vais de vous refaire l'itinéraire technique en mode un peu rapide pour vous rappeler. Globalement très propre à la moisson, j'étais très content. Par contre, j'avais des pieds de versets un peu partout. Ça m'agace. Je ne sais pas si ça vient de la variété ou pas, ou de l'hiver vraiment humide. L'année dernière, j'avais aussi des pieds de versets un peu partout. Il y avait 3 variétés différentes. C'était la même chose. Il y avait de l'ES-Capello, il y avait une autre du LG, je crois, il y avait un peu de Mambo. Et j'ai vu de la verse, voilà. Ça, c'est un peu chiant parce qu'on perd vraiment en rendement et c'est vraiment casse-pied à ramasser du colza versé. Globalement, je suis vraiment très content pour l'année puisque je finis avec un rendement identique, voire légèrement supérieur à mon record. Je ne sais plus, c'est 2021, l'année record pour tout le monde. Donc là, je me situe à ce niveau-là, donc je suis vraiment content. Les parcelles ont un très bon comportement. J'ai pu faire l'ensemble des interventions pendant tout l'hiver en faisant très peu de Rouen. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Il y a peut-être 1 ou 2 parcelles où ça marquait dans les mouillères. Mais honnêtement, c'est vraiment très très faible. Donc le comportement des parcelles était vraiment pas mal. La structure a bien été conservée. Et ça, je trouve que c'est un super point par rapport à l'hiver qu'on a eu. Maintenant, je vous ai expliqué en début de vidéo ce que j'ai fait pour préparer les semis de blé derrière les colzas. Quel changement j'avais à retenir, sachant que les rendements sont identiques pour la deuxième année entre du colza 25 et du colza 75 cm monocane strip-till. Cette année, je vais continuer à faire les 2 façons de faire. Je voudrais améliorer certaines choses, je voudrais arriver à mettre des plants de compagne avec le strip-till. Ce qui me refroidit sur le fait d'en faire plus grand que le strip-till, c'est parce qu'il est que en 3 mètres pour l'instant, peut-être qu'il passera en 6 mètres un jour. À court terme, ce que je veux mettre, c'est je voudrais avoir 2 éléments semeurs par rang, plus une trémie, alors soit frontale, soit montée sur le strip-till, pour pouvoir semer directement du colza avec le strip-till, puisque quand on passe le strip-till, on roule, on voit que la fraîcheur à fleur de sol, 4-5 jours après, c'est déjà sec sur 2, 3, 4, 5 cm selon la météo. Là, on a traversé tout le début de semaine, on a eu entre 36 et 38 degrés pendant 3 jours. Si les lignes étaient faites, ça aurait pu assécher très très vite. Si on semait au moment du passage de strip-till, je pense qu'on peut passer le strip-till en semant, en positionnant les graines à un bon 5 cm rouleau à suivre. Et je pense qu'avec ça, on est capable de faire lever du colza quasiment n'importe quand, et ça c'est super. Et je voudrais aussi l'améliorer comme ça, pour faire des essais soit en févrole, soit pour des semis de lupin, de soja, ou voilà, pour d'autres cultures, je voudrais essayer d'autres choses et ça me permettrait d'avoir, on va dire, un 4e semoir dans mon système entre le SD disque, SD dent, monograine, et là pouvoir semer avec le strip-till, avoir une corde en plus à mon arc. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le plan de ferti pour l'année prochaine, je repars, comme je vous ai dit, sur 3 tonnes de lisier de porc, pareil. Je ne vais pas forcément changer grand chose. L'itinéraire technique commence à être bien calé sur le nombre d'années. Je vois que ça va de mieux en mieux. Je mets aussi du carbonate de calcium, je le place aussi avant colza. Qu'est-ce qu'il pourrait manquer d'autre? Maintenant que vous avez pu le voir peut-être dans quelques vidéos, j'ai changé les cartos. Avant, je faisais la cartographie de rendement avec la TF76. Ça crée des zones de cartographie, mais j'ai plus de mal à voir des effets bandes. Là, avec le changement de carto avec FieldView, je pense que je vais pouvoir faire les cartos aussi au moment des épandages d'azote et même au moment des semis. Bon, là, c'est comme les semoirs sont pas isobus, ce sera moi d'enregistrer les densités de semis. Mais je pense par exemple pour les colza, je vais vraiment faire des bandes avec différentes quantités d'azote, des bandes de 30 mètres. On pourra faire par exemple du 60, 100, 140 ou quelque chose comme ça pour voir s'il y a vraiment un effet rendement et jouer peut-être aussi sur d'autres facteurs. Donc je vais pouvoir augmenter les essais et avoir des traces avec les cartos de ferti, comme c'est le pulvé qui va faire la ferti azotée. J'aurai toutes les cartos d'épandage de N2, N39, vu que l'isobus a marché directement avec FieldView. Et comme ça, avec la batteuse, je vais pouvoir superposer les calques. Et à mon avis, je vais pouvoir continuer à peaufiner
Assis, les densités de semis, sur la partie monograine, l'année dernière, j'étais à 19 grains mètre carré et 34 sur la partie semi-direct. C'était pas mal, 34 grains semi-direct, je vais rester. Ça, c'est une densité qui me plaît. La partie monograine, je pense que je vais descendre encore, autour des 15 ou 16 grains, parce que 19, c'est encore bien assez, voire un peu trop. Allez, on va arrêter là pour cette première partie de débriefing de campagne. On se retrouve la prochaine, ce sera pour parler des céréales normalement. Salut, bon week-end. Je rajoute un petit morceau de vidéo, je suis en train de faire le montage. Je voulais vous afficher justement le coût de la culture pour être totalement transparent, c'est-à-dire les charges opérationnelles, ce que j'appelle charges de mécanisation. Alors, ce n'est pas les charges de mécanisation globales de la structure, c'est les charges liées à la culture, c'est-à-dire semis, rouleaux, le nombre de passages de pulvée, battage et épandage. Donc c'est comme ça que je calcule. C'est pour ça que j'ai écrit coulée à droite. Je vais vous afficher un peu le rendement un peu historique. Alors je vais baisser les yeux parce que je vais regarder mes notes en même temps que je vous parle. Donc on voit qu'il y a des variations un peu importantes sur le rendement. Enfin, plus ou moins important. On voit que ça oscille entre 26 et 34 quintaux à peu près en colza. Il y a une année qui a 18, alors je l'ai pris dans le calcul de la moyenne. 18, c'est qu'on a pris, on s'est pris la grêle, on s'est pris 140 mm de pluie juste avant moisson, et de la grêle c'était en 2022, et les parcelles non grêlées cette année-là auraient fait 26-27 quintaux à peu près. On avait eu des très gros dégâts de limaces à l'époque au semis, et c'était à l'époque on s'était lancé dans la culture de chanvre, de CBD à côté, donc le niveau de surveillance, de vigilance avait baissé cette année-là. J'aurais dû voir les dégâts sur les couverts, je les ai pas vus, je regardais que du bout de la route, c'était une erreur. Et donc pour les colzas on était en mode pompier. Donc il y avait une baisse du rendement, je pense, en partie liée à une densité très claire à des endroits. Donc en pluriannuel, ça nous fait un rendement de colza autour de 28 quintaux, en prenant ces chiffres comme ça. Donc là, on voit que cette année, c'est ma meilleure année, c'est avec 2021. Pour le colza, si on regarde pour le colza, pour les coûts, je vous sur le tableau, j'ai pris un prix moyen à 450 €, ce qui est un prix faible. À mon avis, sera un peu supérieur à ça. J'ai une bonne partie qui est en stockage ferme pour arriver à le vendre direct courtier ou avec des négoces privés ou autres. Avec la COP, je vois, il me manque là où je livre souvent. Sur le colza, autant sur le blé, j'ai pas grand chose à perdre. Sur le colza, je perds 30, 40, 50 € tonne à pas le vendre moi-même. Donc j'en ai stocké autant que possible. Donc là, je vais déclencher. J'en ai vendu un tout petit peu avant récolte pour vendre la trésor. Mais je vais essayer de tout faire partir à des prix autour de 500 € plutôt. Mais dans le tableau, vous verrez, j'ai mis 450. J'ai mis un truc un peu bas exprès parce qu'on connaît pas l'avenir. Donc ça fait un chiffre d'affaires autour de 1500 €. Marge brute 930. En engrais, vous voyez, la ligne engrais est haute à 400 €. D'habitude, c'était plus autour des 200. 400, c'est parce qu'il y a quasiment 200 € de fertile organique. Donc je le compte sur le colza parce que c'est là que je le place. Mais en fait, il y a un impact aussi sur les cultures suivantes. Mais il faut bien le chiffrer là, je l'ai mis à 100% sur le colza. Idéalement, il faudrait le ventiler un peu, peut-être mettre 2 tiers colza, 1 tiers blé, mais bon. Phyto, 167 €, il y a des herbages, insecticides, fongies là-dedans. Et coût d'intervention, 275 €. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est semi-rouleau. Les passages de pulvé, ça doit en faire 7 ou 8, puisque je fais la fertile quasiment tout avec le pulvé, les oligos. Voilà. Donc, ce qui nous laisse une marge de 650 €. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Salut!